Lorsque l'on travaille dans une entreprise de l'Internet, il y a un dress code qui ne dit pas son nom, mais qui est vivement conseillé. Il faut s'habiller jeune. François a beau être cadre supérieur, directeur marketing. Il porte des chaussures qui donnent l'air cool, des baskets en toile. Vous avez toujours mis des baskets? Peut-être que le premier jour, j'ai mis des chaussures normales, mais rapidement, après, j'ai mis des baskets. Ouais. C'est pour avoir l'air plus décontracté? C'est pour me sentir bien. Me sentir moi-même, comme je suis dans la vie de tous les jours. Nous sommes dans les bureaux de Yahoo. Et dans l'open space de l'entreprise, la plupart des jeunes collègues de François s'habillent aussi, comme dans la vie de tous les jours. La panoplie est la même pour les hommes comme pour les femmes. Jeans, t-shirt et aux pieds, ces fameuses chaussures fines et légères qui donnent un air de vacances d'été. Vous en mettez tous les jours? Oui. Vous avez différentes couleurs? Oui. J'ai des comme ça, j'en ai encore des plus clairs, des bariolés en toutes les couleurs et des noirs. C'est beaucoup plus agréable d'être dans des chaussures plutôt confortables que des chaussures serrées, pointues. Je pense que ça va avec l'esprit. Ouais. On se sent bien, donc on a envie d'être à l'aise tout simplement. Ces baskets en toile qui font décontracter, c'est un peu l'uniforme ici. Mais il n'y a pas qu'auprès de ces jeunes salariés qu'elles font fureur. Lorsque les beaux jours arrivent, elles deviennent incontournables pour beaucoup de monde. Elles peuvent être fashion, sobres ou encore très colorées. 50 € la paire en moyenne. Il s'en vend en France près de 20 millions chaque année, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Car les fabricants tirent profit de l'évolution des mœurs. À l'origine, on les portait pour faire du sport. Puis c'est devenu une chaussure du week-end. Aujourd'hui, on les met dans la vie de tous les jours, en ville ou au travail. Alors, ces dernières années ont vu naître un paquet de nouvelles marques, aux noms parfois un peu bizarres. Veja, Feiway ou encore Fago. Mais il y a une marque qui, bien avant les autres, a compris l'une des clés de la réussite de ses chaussures. Faire sortir la basket du rayon sport pour la mettre au rayon mode. Dans ce magasin spécialisé en basket, elle est la seule à avoir un coin rien que pour elle. Une chaussure reconnaissable à sa forme originale, que beaucoup de Français ont acheté au moins une fois dans leur vie, la Converse. C'est classe, hein, celle-là. Fanny et Sébastien sont ce qu'on appelle addicts. Converse aux pieds tous les jours. Et dès qu'ils le peuvent, ils enrichissent leur grande collection. Sur une année, là, on est déjà à 7 paires. Là. Combien? 7 paires. C'est un budget quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça reste quand même relativement accessible comparé à d'autres marques. Car à 60 € la paire, ces chaussures en toile restent en moyenne 20 ou 30 € moins chères que les baskets classiques. Et ils sont nombreux à se réapprovisionner avant l'été. La marque en vend en ce moment dans ce magasin une 50aine de paires par jour. Mais il y a une autre raison qui explique l'attrait pour la Converse. Pour ceux qui ont plus de 25 ans, c'est un peu la chaussure de leur enfance. Ça fait combien de temps que vous portez ce genre de chaussures? Depuis mon adolescence, les Converse, c'est hyper ancien quand même. C'est une marque qui a traversé le temps et puis elle revient en force parce qu'à un moment donné, Converse a légèrement disparu. Et puis moi, c'est une marque de mon enfance parce que je les ai connus aussi quand j'étais au collège. Donc puis ça revient. Une marque qui traverse les générations, toujours considérée comme tendance aujourd'hui. Bonne journée, au revoir. Pourtant, lorsqu'elle a été créée il y a bien longtemps, elle n'avait pas du tout vocation à être un accessoire de mode. Car la Converse, c'est l'histoire d'une très vieille dame, née il y a plus de 100 ans. État du Massachusetts, États-Unis 1908. Le marquis Mills Converse se lance dans la chaussure. Son modèle phare vous rappelle sans doute quelque chose. Elle s'appelle déjà la All-Star. À ce moment-là, elle est destinée aux sportifs, ou plus précisément aux basketteurs. Et lorsque le plus célèbre d'entre eux à l'époque, Chuck Taylor, se met à jouer avec, la marque commence à se faire un nom. Petit à petit, Converse va conquérir l'Amérique. Dans les années 40, elle est même portée par les Marines de l'armée. Mais ce qui va vraiment la rendre célèbre auprès du grand public, c'est le cinéma et ses stars. Dans les années 50, James Dean s'affiche en Converse.
La marque va ensuite apparaître dans la comédie musicale la plus célèbre de l'histoire. Again. West Side Story. West Side Story. Une histoire d'amour new-yorkaise où les héros dansent sur les toits de la ville en Converse. La marque est alors au sommet de sa gloire partout dans le monde. Une irrésistible ascension qui va s'arrêter net 20 ans plus tard, avec l'invention d'autres chaussures qui vont bouleverser le marché. Au début des années 80, arrivent plein de nouveaux types de baskets. Des Nike, des Reebok, des Adidas, qui allient technicité et mode. Plus élaborées, plus imposantes, et même plus aérodynamiques que les chaussures en toile. Elles vont faire un tabac et donner un sacré coup de vieux à Converse. Au début des années 2000, la marque américaine est même au bord du dépôt de bilan. Pour comprendre comment Converse a réussi à revenir sur le devant de la scène, il faut se rendre chez son distributeur français. Ça va, Jérôme? Bonjour, ouais, très bien. Bon. Ça va, la collection, ça avance? Ça avance. Franck Auduto est le directeur de Converse pour la France. Et aujourd'hui, sa marque est en pleine santé. On est où, là? Donc là, on est dans le showroom Converse. Il y a 7 ans, la marque ne vendait plus que 70 000 paires de chaussures en France. Elle tombait dans l'oubli. Mais depuis, Converse s'est trouvé un nouveau propriétaire qui a tout changé à coups de dollars. Nike, qui a racheté la marque. La firme américaine a alors modernisé la Converse. Elle a gardé les mêmes modèles, mais des quelques couleurs basiques qui existaient déjà, elle s'est mise à proposer une palette bien plus large. Des dizaines de nouveaux coloris, plus dans l'air du temps, plus flashy, comme par exemple cette chaussure très tape à l'œil. Mais surtout, elle a imposé une nouvelle stratégie. Placer d'abord Converse dans les magasins chics pour en refaire un produit tendance. La stratégie, elle a été de redistribuer cette marque dans un réseau un peu plus haut de gamme. On a commencé donc à travailler par des réseaux très mode. On est ensuite descendu chez les jeaners. Et après, donc, on a ouvert au sport. Et tout le monde est venu se mettre sur ce marché-là. Mais très clairement, ça a été aussi, la marque est revenue par le haut de la pyramide. Une stratégie payante, puisque de nombreuses stars se sont remises alors à porter des Converse, assurant la promotion de la marque. Johnny Hallyday, John Malkovich ou encore Bruce Springsteen. Nike va aussi énormément investir dans le marketing, à grands coups d'événements très spectaculaires. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir une exceptionnelle soirée d'anniversaire, les 100 ans de Converse. Comme cette soirée très sélecte, animée par Philippe Manœuvre, pour les 100 ans de la marque. Dans le monde de la mode. Grâce à cette politique marketing très agressive, Converse s'est refait une santé. Avec 4 millions de chaussures vendues par an en France aujourd'hui, elle est le numéro 1 de la basket en toile. Mais depuis 4 ans, de nouveaux concurrents se sont mis à convoiter ce trésor. Et ils se sont aperçus d'une chose. En fait, la basket en toile, c'est très simple. Tout le monde peut en faire. Pas besoin d'être un expert pour se lancer. Voici Nicolas Rohr, casque orange, et Frédéric Munier, casque noir. Look d'étudiant. Normal pour 2 garçons qui n'ont que 24 ans. Pourtant, ils sont déjà chefs d'entreprise et dirigent une marque qui monte. Fago. Salut. Ça va? Bonjour. Dans leur bureau, un appartement qu'ils ont transformé, ils ont déjà une équipe de 5 personnes. Et c'est sur les bancs de l'école que cette aventure a commencé. Il y a 2 ans, Frédéric et Nicolas doivent réaliser un projet de fin d'études. Ils décident alors de monter un business dans la basket. Mais ils n'y connaissent rien. Pas question donc de se lancer dans la basket ultra sophistiquée, comme celle des grandes marques de sport. Trop de design, trop de technicité. Ce genre de chaussures exige beaucoup de travail. Frédéric et Nicolas, eux, veulent faire plus facile et plus rapide. Ce sera la basket en toile. Et il va leur suffire d'un papier et d'un crayon pour se lancer. Avec une semelle, on sait qu'on veut une encolure. Et donc pour montrer en quelques minutes, ils décident alors ce qu'ils imaginent être leur premier modèle. On se disait déjà, qu'est-ce qu'on veut comme style de semelle? Une semelle qui fasse 10 cm ou 2? Donc on s'est statué sur une semelle qui devait en faire 2.
parce qu'on voulait un pied fin. On a défini un peu des adjectifs sur notre chaussure au démarrage, en disant on voudrait que cette chaussure, quand on la regarde, on se dit que c'est une chaussure qui soit épurée, simple, légère. Un croquis tout simple. Mais pour faire fabriquer leurs produits, ils doivent ensuite le transformer en fiche technique, la carte d'identité de la chaussure avec les mesures précises. C'est un de leurs amis, étudiant en graphisme, qui s'en charge. Ils contactent ensuite des usines qui leur proposent de faire gratuitement quelques prototypes. Car pour les fabricants, une marque qui se lance, c'est l'espoir d'avoir ensuite de grosses commandes. C'est un peu le repère. 6 mois plus tard, leurs premières baskets en toile sont prêtes. Voilà le premier modèle qu'on avait reçu. Ça, c'est le deuxième modèle qui s'approche vraiment de la réalité. Jusque-là, l'aventure ne leur a rien coûté. Mais pour lancer leur première collection et faire fabriquer quelques milliers de chaussures, il leur faut de l'argent. Les deux étudiants font alors la quête. Ils sollicitent notamment leurs camarades de promo et leurs amis proches. Rapidement, le tour de table est fructueux. On a fait appel à des amis. Donc 13 amis ont investi dans notre boîte pour mettre la base nécessaire. Et vous êtes parti avec combien Avec un montant de 50 000 €. Voilà. Et avec Frédéric, nous détenons 70% des parts. Et 50 000 €, ça suffit pour... Ça suffit pour assurer une première production de 5 000 paires. 5 000 paires de chaussures qui se sont vendues dans les magasins en quelques semaines. Mais aujourd'hui, ils veulent faire partie de la cour des grands. Il leur faut donc inventer de nouveaux modèles. Pour ça, les deux fondateurs ont fait appel à un designer professionnel, Thibaut. Salut Thibaut, tu vas bien? Ça va. Tous les mois, ils se réunissent pour mettre au point leur future collection. Mais leurs finances ne leur permettent pas de recréer de A à Z de nouvelles formes de chaussures. Nickel. Ça, c'est ce qu'on a cet hiver. Et on définit ce qu'on va vendre pour l'été prochain. Voilà. Alors pour se renouveler sans dépenser trop d'argent, la marque se contente juste de changer une chose sur sa basket, la couleur de la toile. C'est plus simple et c'est surtout beaucoup moins cher que de refaire complètement une nouvelle chaussure. Ça serait bien de la conserver. C'est qu'en fait on a des modèles et suivant les modèles, c'est la même technique de fabrication. Donc on n'a même pas à rediscuter de la technique de fabrication elle-même, à redessiner. C'est que là on est plus juste à interchanger des couleurs sur notre gamme Hawk. Il ne faudra pas plus d'une demi-heure pour concevoir la nouvelle collection de chaussures de 2012. On se rappelle de la... Sur la montante, par exemple, la marque veut lancer cette couleur. Bah ça c'est pas mal, hein, comme couleur. On l'appelle l'écossaise. Il va suffire au designer de quelques clics. À partir de l'ancien modèle, il ajoute la nouvelle couleur et obtient ainsi la fameuse carte d'identité de la future chaussure. On verra, normalement ça devrait être pas mal. On est dans les tendances là. Nicolas va maintenant lancer la fabrication de ce modèle. Comme toutes les marques de basket en toile, il va se tourner vers un pays où produire ne coûte pas grand-chose. Mais quand on est une jeune marque, il faut être très vigilant pour s'y faire sa place. La Chine et ses 15 milliards de chaussures fabriquées chaque année, la moitié de la production mondiale. Tous les géants de la basket, comme Converse ou Adidas, y ont leurs propres usines. Avec ses 20 000 chaussures commandées par an, Nicolas, lui, ne pèse pas lourd. Alors il doit travailler avec une petite usine de campagne, à 1000 km au sud de Pékin. Elle appartient à Monsieur Chao. C'est Yang Shofu. Aya. Hey, Mr. Nicolas. How are you? Okay? Monsieur Chao a beau être chaleureux, Nicolas n'est pas très confiant. Il est venu s'assurer que la production de sa dernière collection avance bien. Les beaux jours arrivent en France. C'est le moment où la basket en toile se vend le mieux. Vous avez soif? Alors Nicolas a besoin d'être livré très vite, d'ici la fin du mois de mai. Le souci, c'est que Monsieur Chao n'a pas l'air très pressé de finir la fabrication. Ok. Vous en êtes où de cette production? Where are you? On est en train de couper. On termine. Ce sera après quand? Oh, d'ici 10 jours. 10 jours? Mais on est déjà le 10 mai. Ça doit être livré d'ici la fin du mois, hein? Oui. Nicolas n'est pas très content, car avec ce retard, il risque de livrer ses chaussures au magasin bien après tous ses concurrents. Monsieur Chao, je vous ai demandé d'aller vite. Les chaussures doivent être finies dans les 5 jours qui viennent, hein? Oui, ne vous inquiétez pas, j'y travaille. Vous vous souvenez? Vous aviez dit que ça devait être fini le 15 mai. Difficile apparemment de se faire respecter auprès d'un patron chinois quand on n'a que 24 ans
et qu'on représente une toute petite marque. Car pour l'usine, le français est loin d'être la priorité. Il m'a jamais pris de haut, non. Mais par contre, il m'a déjà fait comprendre que j'étais trop petit. En me disant qu'il avait besoin de plus de commandes. Nicolas est ici le plus petit client. L'usine a plutôt l'habitude de fabriquer en grosse quantité pour des marques du monde entier. Des baskets en toile qui assurent à Monsieur Chow un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros. OK. French. Alors j'en ai des françaises, des anglaises, des égyptiennes, des allemandes, des italiennes, des espagnoles. Combien de paires de chaussures vous fabriquez chaque année? À peu près 1 million. 1 million par an? Oui. Car il y a un fort intérêt à faire fabriquer de la basket en toile à grande échelle. Quelle que soit la marque, la chaîne de fabrication est exactement la même. Il n'y a que la forme du pied et la couleur qui changent. La basket en toile, c'est la combinaison de 2 ingrédients. Du caoutchouc pour faire la semelle et du coton découpé pour faire la toile. Le tout est assemblé à la main, puis chauffé dans un four géant pour tenir l'ensemble. Un travail ultra simple qui ne prend qu'une vingtaine de minutes par paire de chaussures. Mais à ce rythme-là, il y a souvent des approximations. Dans un coin de l'usine, Nicolas retrouve ses baskets. La production n'est pas terminée, mais il repère déjà des anomalies. Là, par exemple, ici, là, ce qui serait cool, c'est de faire attention, Mr. Chow. Sur cette chaussure, par exemple, le caoutchouc de la semelle a été mal mis. Il y a des traces de colle. On a tracé un trait autour de la chaussure pour mettre ensuite de la colle. La complexité du truc, c'est de faire attention justement à être bien sur la colle. Pas en dessous parce que sinon il va y avoir des traces de colle, et pas au-dessus, sinon ça va se décoller parce que tout ne sera pas collé. L'usine va rectifier le tir. Mais Nicolas est obligé de vérifier les moindres détails de ses chaussures. Ici, c'est un bouton, le logo de la marque, qui a été mal cousu. Voilà, là il faudrait le refaire. C'est pour surveiller ce genre de détails qu'il doit se déplacer en personne à chacune de ses productions. Be careful with this. Fabriquer en Chine, cela peut donc réserver de mauvaises surprises. Mais il y a quand même un intérêt important à travailler ici, le prix. Avec des ouvriers payés au maximum 115 € par mois, l'usine peut facturer à Nicolas 10 € la paire de chaussures. Nicolas la revend ensuite 20 € au magasin. Et au final, elle sera mise en vente aux clients à 50 €. Au bout du compte, les affaires sont bonnes pour Fagot, qui dégage déjà des bénéfices. Faire de la basket en toile peut donc être vite rentable. Voilà pourquoi de nombreuses marques se lancent. Dans les rayons des magasins, on en trouve une dizaine de nouvelles chaque année. Alors pour réussir, il faut se démarquer. Et dans ce domaine, il y en a une qui a trouvé une sacrée belle histoire pour se faire connaître. Le kung-fu. En Chine, ceux qui le pratiquaient dans le passé portaient des chaussures en toile noire, ultra légères. À l'époque, on les appelait les fei wei. Fei qui signifie voler et yue qui veut dire traverser. Des chaussures presque magiques. Il n'en fallait pas. Dans ces locaux parisiens, Olivier Bocquet, son directeur commercial, est très fier de nous montrer la chaussure qui a fait la renommée de la marque. Hello Alex. L'historique, la première chaussure qu'on a créée en 2006. Première collection, février 2006, il y avait 3 modèles différents, dont celui-ci. Pourtant, lorsqu'on la regarde, cette chaussure n'a pas grand-chose à voir avec la basket du kung-fu. Mais peu importe, car à l'époque, pour faire parler d'elle dans les médias, la marque raconte cette histoire chinoise à tout le monde. On prenait son téléphone, on appelait les journalistes, on disait s'il vous plaît, parlez de nos produits, ils sont super géniaux, et on racontait toute l'histoire. Et la stratégie fonctionne. Les magazines de mode y voient une aventure originale à raconter. Ils y consacrent de nombreux articles. Sans dépenser 1 € en publicité, Fei Wei est citée partout. Elle, 20 ans, jeune et jolie. À chaque fois, on y reparle de cette fameuse aventure chinoise. Par exemple, adepte du kung-fu, là on raconte souvent l'histoire de Patrice, donc voilà, expatrié 7 ans en Chine, qui découvre des chaussures. Cette histoire, elle est totalement vraie ou elle est un peu inventée, grossie pour... On a vraiment exprimé avec des mots l'histoire la plus simple et de façon journalistique pour que les journalistes puissent la reprendre et l'adapter, mais on n'a quasiment rien inventé. Enfin, je dis même quasiment. La marque en tout cas a réussi son pari.
Avec 1 million de paires de chaussures vendues par an, elle est le numéro 2 de la basket en toile après Converse. Une réussite qu'elle compte bien étendre à l'international en utilisant la même stratégie, quitte à adapter son histoire à chaque pays. Barcelone, une ville branchée, considérée comme la capitale espagnole de la mode. Un nouveau marché que la marque française veut conquérir. Alors ce jour-là, Olivier Bocquet débarque en force avec son équipe Javier et Cristiana. Ils participent à un salon où ils sont venus faire la promotion de Feiway. How are you? Very good, thank you. Beautiful. It's very nice. Au milieu de dizaines de marques de vêtements ou de bijoux, Olivier retrouve son stand et ses fameuses baskets en toile. Il veut essayer d'accrocher l'un des nombreux journalistes présents, ceux qui font et défont la mode en Espagne. Il y a à la fois le monsieur chauve avec des lunettes, lui qui travaille pour Marie-Claire, Espagne, donc quelqu'un de très connu. Juste derrière moi, de l'autre côté, discrètement, là, autour de la petite table, là ce sont les gens de El País. Donc El País, ce serait l'équivalent en France du Monde ou du Figaro. C'est très important que ces gens-là soient là, parce que quand ils parlent d'une marque, souvent c'est assez long les articles qu'ils font. Ils sont bien travaillés et en plus c'est lu tout de suite par des millions de gens d'Espagne. Olivier espère bien avoir des articles qui parlent de sa marque. Je vais vous présenter la... Vous la connaissez la marque? Non, je ne connaissais pas. D'accord. Alors pour séduire ce journaliste de Marie-Claire, il commence par lui raconter la fameuse fable chinoise. C'est un modèle qui a existé il y a très longtemps, qui était un modèle chinois comme il y en avait plusieurs, avec plein de marques différentes et plein de modèles différents qui ressemblaient plus ou moins à ça. Mais en Espagne, le discours ne passe pas aussi bien qu'en France. Le journaliste espagnol est loin d'être convaincu par l'intérêt de l'histoire. C'est en 2006 qu'on a commencé l'histoire. Si vous voulez vendre votre produit ici, vous savez, le consommateur espagnol, il se fiche bien de savoir si votre chaussure, elle vient de Chine ou de Perpignan. Et il n'est pas le seul. Pour cet autre journaliste qui travaille pour Glamour, cette chaussure n'a vraiment rien de chinoise. Pour moi, c'est pas chinois, ça, c'est purement français. Non ? Le bleu, le blanc, le rouge, vous voyez bien, c'est français ça. Il vaut mieux se dire français que chinois. C'est beaucoup plus vendeur une marque française qu'une marque chinoise. La Chine, ça donne l'image d'une production low cost, et puis le chinois, il copie tous les modèles européens. Si les Français veulent avoir bonne presse en Espagne, il va donc falloir raconter une autre histoire. Pas de problème pour Olivier, qui compte bien s'adapter et changer un peu son discours. Encore une fois, l'inspiration, elle est asiatique, mais nous, on a toujours revendiqué des produits de marque française et que naturellement, où qu'on aille, où qu'on soit, en Espagne, demain aux États-Unis, qui est aussi un marché porteur pour nous, on est une marque française. En fait, vous adaptez votre stratégie à chaque pays. Exactement, tout à fait. Des baskets en toile présentées comme d'origine chinoise en France et d'origine française en Espagne. Peu importe pour Olivier. L'important est de faire parler de la marque coûte que coûte. Demain, Feiway a prévu de s'implanter dans plusieurs autres pays européens et aux États-Unis. Autant de nouvelles histoires qu'il va falloir à chaque fois raconter.